Bonjour. On a attendu 5 minutes, donc on va démarrer notre webinaire. Tout d'abord, au moment et au nom de l'équipe organisatrice, je tiens à vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à ce webinaire de préparation de notre séminaire qui aura lieu les 22, 23 et 24 décembre à Marrakech. Sur le thème la sécurité des systèmes d'information à l'ère de l'intelligence artificielle. Permettez-moi en premier lieu de vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence et votre intérêt pour ce séminaire. Comme vous le savez aujourd'hui, avec le développement des technologies, on assiste à une transformation digitale sans précédent où l'intelligence artificielle redéfinit les frontières tant en termes d'opportunités que de menaces. Comme vous le savez, ce paradoxe place les dirigeants et les professionnels de la cybersécurité face à un défi à la fois complexe et passionnant, savoir comment sécuriser nos écosystèmes numériques en tirant parti de cette même technologie qui, en d'autres termes, qui, par exemple, entre les mains d'autres personnes qui peuvent euh, mal utiliser cette, euh, cet avantage technologique. Le séminaire qu'on va organiser au mois de décembre vise justement à apporter des réponses concrètes à ces problématiques. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un avant-goût de cette richesse euh, du thématique et, on a structuré notre, notre thème d'aujourd'hui comme suit. Tout d'abord, on va euh, présenter un petit peu euh, les apports de la nouvelle technologie, à savoir l'intelligence artificielle. Et on va demander à nos experts de nous parler un petit peu de les problématiques qui sont générées. Et en second lieu, on va ouvrir les débats. Et là, à ce niveau-là, je vous prie de bien vouloir noter vos questions au niveau du chat. Et à la fin, on va les poser à nos intervenants. Juste après les questions, vos questions et les réponses, je vais céder la parole à Monsieur Gérard, qui est le directeur général du cabinet Agilé en Côte d'Ivoire, qui va vous parler des travaux qui sont avancés en matière de prospection et de contact des gens qui sont déjà intéressés par l'organisation de cet événement. Et à la fin, donc, euh, on va vous donner plus de détails concernant les modalités d'inscription et de paiement ainsi que l'organisation et la logistique qui est mise en place pour l'organisation de ce séminaire. Sans tarder, je vais demander à nos experts, dans un premier temps, de se présenter, puis par la suite, on va aborder en détail le contenu de ce webinaire. Donc, à vous la parole, c'est Zoher et c'est Azizi. تفضل السي عزيزي. D'accord, c'est Zach, quand tu veux. Alors, Nordine Azizi, donc je suis expert en cybersécurité du système d'information avec 18 ans d'expérience en la matière.
J'avais travaillé sur plusieurs projets, j'ai accompagné plusieurs entreprises dans ce sens, notamment pour la mise en place des systèmes de management de la sécurité de l'information, pour la mise en place des certifications ISO 27001, PCI DSS, pour la mise en place des plans de reprise d'activité, bien sûr, et leur maintenance. J'avais l'opportunité également de travailler en tant que RSSI au niveau de plusieurs entreprises et également en tant que DIC. Voilà, c'est Zahir. Merci Sinordine. Donc, moi, c'est Zoël ici. Je suis consultant en transformation digitale et en intelligence artificielle. Je travaille avec notamment des groupes comme la Banque mondiale, la Bird ou des organismes internationaux comme la GIZ dans le cadre de missions de conseil et d'accompagnement de l'implémentation de l'intelligence artificielle dans un média qui s'appelle AI Crafters, qui opère dans plusieurs continents et qui aujourd'hui accompagne des clients aussi bien en termes de formation, mais également en termes de conseil et d'implémentation de cas d'usage de l'intelligence artificielle. Voilà, donc Donc, merci c'est Zoher, merci c'est Nordine. Donc, on va aller directement au vif du sujet. Mais avant de parler de l'intelligence artificielle, j'aimerais bien, donc, parce que on va pas adopter le schéma traditionnel d'une présentation classique, mais on va poser un certain nombre de questions à nos experts et à travers ces questionnements, donc, ils vont parler un petit peu des fondamentaux aussi bien de la cybersécurité que de l'apport de l'intelligence artificielle, ses côtés, ses opportunités et les menaces qu'il génère et comment on peut transformer ces menaces en opportunités. D'abord, je vais m'adresser à celle d'ici en premier lieu. Je vais lui demander du fait qu'il est l'un des éminents experts en transformation digitale et en IA. Donc, d'ici, comment l'IA transforme-t-elle concrètement les métiers au quotidien, de un. De deux, quel gain de productivité et d'efficacité les entreprises constatent-elles réellement à travers l'implémentation de cette nouvelle technologie? Comment conseiller accélération technologique et maîtrise des risques? À vous la parole, c'est Zouher. merci beaucoup, Cédric. Bon, tout d'abord, peut-être avant de répondre à ta question, Cédric, d'abord, je me permets quand même juste de situer un peu le contexte de l'IA aujourd'hui. Alors, peut-être vous avez entendu parler il n'y a pas très longtemps, donc il y a quelques semaines, une entreprise a battu le record absolu des capitalisations boursières aux États-Unis. Cette entreprise s'appelle NVIDIA et c'est le principal fournisseur de GPU pour l'IA. Alors, l'entreprise a été valorisée à plus de 5 000 milliards de dollars il y a quelques semaines. Et c'est un chiffre qui s'est jamais vu dans l'histoire de la bourse de New York. Alors, pourquoi je parle de NVIDIA? Parce que je pense que c'est quand même important de comprendre qu'aujourd'hui, si vous prenez les 3 premières capitalisations boursières mondiales, les 3 sont aujourd'hui des leaders de l'IA. Donc, on ne parle pas aujourd'hui que d'opportunités technologiques, on parle de transformation fondamentale du business et de l'économie. Alors, je vais ajouter à ça 2 autres news récentes. La première, c'est celle relative à Amazon qui a annoncé le licenciement de plus de 14 000 personnes dans les 2 prochaines années et le recrutement de robots, de plus de 6 000 robots dans les 5 années à venir. On a vu aussi des annonces de la part de HP, de Dell, etc., qui vont dans le même sens. Donc, ce qu'on est en train aujourd'hui de constater, c'est une transformation majeure de l'économie mondiale grâce et à cause en partie de ce que l'IA aujourd'hui est en train de ramener. Donc, d'un côté, on a des capitalisations boursières extraordinaires. De l'autre, on a des métiers qui sont en train de se transformer et des jobs qui sont en train soit de se perdre ou de se créer. Et
tout ça, ça va impacter de manière fondamentale la manière avec laquelle on va travailler, on va produire de la valeur, on va collaborer et on va travailler ou agir en société. Alors, je vais ajouter à ça un chiffre qui est important. C'est une étude du World Economic Forum qui a annoncé qu'à l'horizon 2027, il va y avoir la destruction de plus de 96 millions de postes, mais de l'autre côté, la création de plus de 170 millions de postes à cause ou grâce à l'IA. Donc, pour revenir à la question Cédric, on est à un moment unique où non seulement il y a des métiers qui vont se créer et d'autres qui vont disparaître, mais on est en face de la majorité des métiers. Donc, on parle de plus de 1,4 milliard de métiers qui vont se transformer de manière radicale. C'est-à-dire qu'on aura au moins à l'horizon 2027 plus de 25% des tâches qu'on fait au quotidien qui vont changer. Alors, tout ça à l'échelle mondiale. Maintenant, si on descend à l'échelle des métiers et de l'entreprise, ce que ça veut dire, c'est que tous les métiers, il va y avoir des composantes ou des tâches qu'on fait au quotidien qui vont disparaître. Alors, ils vont disparaître parce qu'ils vont être soit automatisés ou ça va être fait par l'IA. Donc, aujourd'hui, la rédaction, la génération de présentations, la génération de rapports, les métiers bureautiques de base ou de manière plus globale, les métiers analytiques et basés sur l'intelligence rationnelle de base, c'est des métiers qui vont très probablement disparaître ou les tâches correspondantes, pour ne pas parler de métiers, les tâches correspondantes vont disparaître dans les prochaines années. Et de l'autre côté, on va avoir de nouvelles tâches sur lesquelles on va consacrer plus de temps. C'est-à-dire que si sur les dernières années et les dernières décennies, il y a eu un focus important sur, sur des tâches répétitives, chronophages et rationnelles, on va probablement avoir un focus sur deux nouvelles formes de tâches et on va devoir déléguer ce type de tâches à des algorithmes ou à de l'IA. Alors, quelles conséquences pour l'entreprise? Aujourd'hui, on parle de 3 niveaux de transformation. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle AI Enhanced, ou l'amélioration par l'IA. Et donc là, on va se concentrer sur l'outillage et l'automatisation. À ce niveau-là, on va avoir des gains de productivité de l'ordre de 10 à 30%. Deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle AI Augmented. Et là, on va se concentrer sur l'apport de la data et on va transformer la data en capital ou en valeur économique. Et à ce moment-là, on va constater des gains de productivité qui vont aller de 70 à 100%. Et le troisième niveau, qui est aujourd'hui, on va dire, le Graal dans le contexte de l'IA, c'est arriver à des niveaux, ce qu'on appelle AI Transformed, où l'entreprise se transforme radicalement grâce à l'IA en mettant en place de nouveaux processus, en libérant les capacités créatives des collaborateurs, en permettant à ces collaborateurs de produire beaucoup plus en peu de temps et d'acquérir des compétences qu'ils n'étaient pas soupçonnés d'avoir dans le passé. Et à ce niveau-là, on arrive à avoir des gains de productivité de 100 parfois, et ça peut aller jusqu'à 300%. Donc, impact direct sur la productivité des entreprises. Maintenant, en parallèle, effectivement, ça peut poser un certain nombre de problématiques et de risques. Donc, des risques qu'il faut bien sûr savoir mitiger, savoir gérer, mais c'est des risques nouveaux. De la même façon qu'on a eu à l'époque d'Internet, l'usage généralisé d'Internet au sein de l'entreprise et l'usage généralisé de l'informatisation, ça a créé de nouveaux risques. Ben, de la même façon, l'IA va créer de nouveaux risques et c'est important de les mitiger. Donc, on parle par exemple de risques de données de protection de données, qu'elles soient personnelles d'ailleurs ou stratégiques pour l'entreprise. On parle de risques aussi en termes d'hallucination parce que l'IA aujourd'hui, elle peut générer des réponses incorrectes et ces réponses peuvent être utilisées dans une prise de décision ou dans un processus critique de l'entreprise et ça peut conduire ou induire en erreur. On a des risques aujourd'hui de biais aussi. Les algorithmes peuvent avoir un biais. Donc, si demain, on a une automatisation au sein de l'entreprise qui va gérer le recrutement de manière automatisée, par exemple, si l'algorithme a été mal entraîné, il peut favoriser des personnes par rapport à d'autres personnes, il peut favoriser des gens de sexe masculin par rapport à des gens de sexe féminin ou des gens de race ou d'origine particulière par rapport à des gens d'autres origines. Et ça, c'est fondamental, bien sûr, de s'y atteler et d'y travailler. Donc, tout ça pour dire, en résumé, on est en face d'une révolution majeure, mais en même temps qui apporte, comme toutes les révolutions, un certain élément de risque. À nous
de saisir l'opportunité de la révolution tout en mettant. Merci Zoé. Voilà, Cédric. Donc, merci Zoé pour cette introduction. Je complète même ce que vous venez de dire. Récemment, j'ai vu une vidéo d'un éminent chirurgien en France, donc qui parle même de la refonte au niveau de l'enseignement de la médecine. Donc, il a demandé à ce que les universités s'impliquent davantage et revoir même la conception de l'enseignement de la médecine. Donc, juste pour vous dire que cette nouvelle technologie, il va impacter tous les domaines de notre vie. Donc, vu que cette nouvelle technique, il apporte plus d'avantages, etc., donc se pose la question de gouvernance, d'éthique et de réglementation. À ce niveau-là, donc, je vous demande si Zouhir, vu votre expérience, comment garantir que l'IA reste éthique, transparente et maîtrisée dans l'entreprise? Deuxièmement, les organisations sont-elles réellement préparées à assumer la responsabilité des décisions automatisées? Et enfin, quels sont les impacts concrets du RGPD, du NS2 et de l'IA Act pour les entreprises utilisatrices de l'IA? Excellente question, Cédric. Je ne sais pas si vous arrivez à m'écouter. Si, on Oui, vous entend. on vous entend très bien. Très bien. Oui, on vous entend. Très bien. Alors, par rapport à cette question, d'abord, je vais là aussi peut-être parler de trois faits divers qu'on a entendus dernièrement. Donc, un qui est une expérience qui a été menée avec un moteur, enfin un système IA d'un laboratoire européen qui s'appelle Anthropic et qui a testé en fait une IA dont l'objectif c'est de maximiser l'adoption de l'IA. Donc, c'est une IA agentique auquel on a donné un objectif qui est de maximiser l'utilisation de l'IA au sein de cette entreprise. Et on a donné à cette IA agentique l'accès à toute la messagerie des collaborateurs de l'entreprise. Et parmi les personnes auxquelles elle avait accès, c'était la messagerie du DSI. Et en fait, cette IA a intercepté un mail venant du DG envoyé vers le DSI qui parlait de la possibilité de débrancher cette IA. Et en étant fidèle à son objectif, elle a essayé d'abord de demander au DSI de renoncer à ce débranchement, à son débranchement. Et après, elle a commencé même, puisqu'elle a eu accès à son mail, et il savait qu'il avait une relation extra-conjugale, elle a commencé à le menacer de divulguer cette relation. Et tout ça, c'est pour dire que ça, c'est un problème qui a été publié dans les papiers de recherche quand on parle de désalignement agentique. Donc, une IA agentique qui agit de manière autonome peut avoir des risques de désalignement agentique, c'est-à-dire qu'on lui a donné un objectif, et pour réaliser cet objectif, puisqu'on ne lui a pas donné de garde-fou, puisqu'on ne lui a pas donné d'éléments d'éthique, et elle n'a pas été ethical by design, ben, cette IA, elle est capable de faire des choses parce qu'elle n'est pas construite pour avoir des valeurs, elle n'a pas été construite pour avoir de l'éthique. Elle va essayer d'atteindre son objectif, quel que soit le coût. Et donc ça, c'est un des problèmes aujourd'hui qui se posent. Alors, il y a d'autres cas. Il y a eu dernièrement aussi une expérience avec Anthropic où on a utilisé en fait l'IA pour générer un certain nombre d'attaques. Et on a vu qu'à un moment, ces attaques ont même commencé à se dupliquer. C'est-à-dire, on a créé un virus qui a commencé à sortir un peu du contrôle de ses concepteurs. Alors, tout ça, c'est pour dire que l'IA doit être au centre d'une gouvernance très stricte.
Alors, il y a des normes aujourd'hui. Donc, de la même façon qu'il y a la norme ISO 27001 pour la sécurité des systèmes d'information, il y a aujourd'hui une norme ISO qui s'appelle la norme ISO 42001, qui est la norme de système de management de l'IA. Et donc, il y a moyen aujourd'hui de mettre en place une IA respectant un certain nombre de règles et de réglementations éthiques, avec une bonne gouvernance, tout en gardant ce qu'on appelle human in the loop, l'humain toujours dans la boucle. Et donc, en fait, ça doit faire partie des contraintes fondamentales quand on conçoit un système d'IA, quand on adopte une IA au sein de l'entreprise, de se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, ce pas des questions qui sont liées à l'IA, c'est des questions qui sont liées à l'usage, c'est des questions qui sont liées à, à l'impact en termes de sécurité de la donnée, c'est des questions qui sont relatives à l'impact en termes de gouvernance. Et donc, le fait de mettre en place les bonnes procédures, donc aujourd'hui, il y a de l'accompagnement. Donc, on travaille sur même l'accompagnement aujourd'hui sur ces normes, donc sur la norme ISO 42001, sur aussi la conformité, la régulation européenne en termes d'IA. Et c'est juste pour dire que c'est pas les normes qui manquent. Je pense que le vrai sujet, c'est quand on fait le choix de certains outils, de certains modèles, c'est important d'avoir en tête dès le début que ça doit se faire de manière régulée, avec une bonne gouvernance et en gardant toujours l'humain en observation dans toute la boucle pour pouvoir en fait contrôler, vérifier, s'assurer des décisions qui sont prises par les systèmes IA. Merci, c'est Zouher, pour ces éclaircissements. Maintenant, on va Alors passer. c'est Driss, j'ai juste un petit commentaire juste pour compléter ce qu'a dit Zuhair par rapport au sujet. Parce que là, on parle beaucoup de l'adoption de l'IA, ça peut se comprendre que la mise en place d'un LLM, ça veut dire même créer sa propre IA. Mais ça veut dire également que le fait d'adopter l'IA, c'est l'utilisation de l'IA, c'est la mise en place des applications qui vont utiliser bien sûr des systèmes IA et des services IA à travers des web services. Et dans tous ces cas de figure, nous sommes concernés. Et l'IA doit être bien sûr gouvernée parce que même l'utilisation de l'IA par les collaborateurs, ça doit être maîtrisé et ça passe à travers beaucoup d'actions qu'il faut faire en interne en adoptant un cadre qui va nous permettre de bien maîtriser l'utilisation et l'adoption de l'IA. Merci, c'est Azizi, pour ces éclaircissements. Donc, et également mes remerciements à Zouher pour tout ce qu'il a développé en termes de nouvelles applications de l'IA. Maintenant, donc, je vais voir avec Si Azizi, qui est un expert en cybersécurité, les nouvelles menaces à l'ère de l'intelligence artificielle sur la sécurité des systèmes d'information. Donc, à ce sujet-là, donc, j'ai trois questions pour vous, c'est Azizi. La première, est-ce que l'IA est-elle davantage un outil de défense ou un amplificateur de menaces? Ça va, la première question. La deuxième, comment expliquer la montée des attaques automatisées? Et d'ailleurs, notre pays n'a pas échappé à cela. Les deepfakes et les pitching. La dernière question, quelle est l'étendue réelle des phénomènes de shadow AI dans les organisations? Donc, Merci, votre oui, merci Cédric en fait pour ces questions et juste pour répondre aux questions posées. En fait, je préfère me baser sur des chiffres et des concrets. Et ça vient en fait du rapport annuel de la violation de données DBM, bien sûr en partenariat avec l'Institut Ponémon, et qui nous dit que voilà, il y a plus de 200 000 dollars qui s'ajoutent aussi au coût de violation de données, qui s'élève déjà à 4,44 millions de dollars aujourd'hui, comme coût moyen de la violation de données ou bien de la perte des données. D'accord? Une attaque sur six implique des attaques pilotées par l'IA. Il y a donc l'IA, on peut le voir que l'IA, il peut être utilisé
pour en fait saboter en quelque sorte nos cyberdéfense. Mais la bonne nouvelle, c'est que bien sûr, il y a des avantages. Et parmi ces avantages, c'est que ce qui a été noté, c'est que 1,9 million de dollars d'économie grâce à l'usage de l'IA et surtout de l'automatisation au niveau de l'IA. Il y a également la réduction en fait, du temps moyen de résolution d'une violation des données de 80 jours, et bien sûr que s'élève normalement en moyen à 258 jours. Bien sûr, ça intègre la détection jusqu'à bien sûr, la correction bien sûr, de l'incident de violation de données. Et comme on peut le voir, bien sûr, c'est que voilà, l'IA, il a des avantages, il a des inconvénients par rapport à la cybersécurité. Pour être plus concret avec vous, donc, parmi les nouvelles menaces que nous avons aujourd'hui en termes de cybersécurité à l'ère de l'IA, il y a bien sûr le phishing qui s'est amélioré, parce qu'avant, parmi les recommandations qu'on donne pour détecter un mail de phishing, c'est il faut voir est-ce qu'il y a une faute d'orthographe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en utilisant un système IA, on peut avoir un mail parfait. Certes aussi, nous utilisons également l'IA pour avoir plus d'informations par rapport à la cible et que dans ce cas, on peut vraiment adapter l'email ou bien le SMS, ce on appelle le smishing, euh, au- pour la cible qu'on veut attaquer. Plus que ça, c'est qu'on peut même automatiser ce genre d'attaque. Et c'est possible, bien sûr, grâce à l'automatisation que nous avons aujourd'hui, qui est possible à travers l'IA. Il y a également les risques de deepfakes. C'est ce que nous avons, bien sûr, vu lors de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Plus que ça, il y avait un incident qu'on avait vu en fait, dans les actualités ou une collaboratrice qui a fait un virement de plus de 25 millions de dollars après, voilà, après une réunion à distance avec le board. Et tout le board n'était pas vraiment réel. Il était juste c'est une simulation du board avec leurs photos et leurs voix. Et ça a donné le résultat escompté par les cyberattaquants. Plus que ça, c'est qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui bien sûr, pour développer de nouveaux outils de hacking. Plus que ça, pour automatiser même les cyberattaques. M. Zoher a déjà mentionné l'exemple où on peut automatiser et mettre en autonomie l'IA pour développer des outils de cyberattaque et de lancer des attaques. Donc, l'IA, elle est présente également chez les cyberattaquants et c'est un outil qui est très performant qu'ils peuvent utiliser pour nous attaquer. Plus que ça, il y a également le risque de ce qu'on appelle le shadow IA. C'est l'IA utilisée par vos collaborateurs, ce qu'on a dit ici, puisse savoir qu'il est déjà utilisé. Là, le risque, c'est qu'il peut y avoir des fautes de données, donc des données, notamment des données sensibles, comme il peut y avoir même des non-conformités réglementaires. C'est par exemple un collaborateur partage avec un outil d'intelligence artificielle public des données personnelles. Et dans ce cas, on n'est plus dans la conformité et c'est considéré comme une non-conformité à la réglementation. Plus que ça, il y a des attaques qui peuvent aller directement vers les systèmes LLM. C'est le cœur du système IA. Alors, dans le WASP, donc d'ailleurs, même le WASP, ils ont mis comme ce qu'on fait pour bien sûr, les applications web, ils ont mis un top 10 des vulnérabilités où ils mentionnent beaucoup de vulnérabilités qu'on peut trouver dans le système IA. Par exemple, ce qu'on appelle le prompt injection, c'est qu'on peut manipuler les instructions qu'on donne à l'IA pour obtenir un comportement qui n'est pas vraiment souhaité par nous. Et ça on le voit. Par exemple, pour faire euh, un mail ou bien construire un mail de phishing, quand tu demandes que je veux construire un mail de phishing, bien sûr, l'IA va pas te répondre, va te dire que c'est banni, c'est interdit de le faire. Mais quand tu contournes bien sûr le prompt et tu lui dis que je suis, par exemple, un, je suis un expert en cybersécurité et je veux faire une campagne de phishing pour sensibiliser les collaborateurs, il va te donner le résultat. Donc, il y a en fait cette possibilité de manipuler les instructions pour l'IA et pour avoir des résultats attendus par les cyberattaquants.
Il y a également la possibilité de divulguer des données. On raconte qu'il y avait un test qui a été fait, c'est que, bien sûr, toujours en jouant sur les prompts de l'IA, qu'on a pu obtenir des licences de Windows parce que quelque part, dans les données utilisées pour, bien sûr, l'entraînement de cette IA, il y avait bien sûr des licences de Windows. On a pu obtenir ça. On ne peut pas l'avoir directement, bien sûr, avec un prompt très normal, mais avec, bien sûr, un prompt très avancé, on peut avoir ce genre d'informations sensibles. Il y a également le problème de l'imposement de modèles, et ça vient en fait du risque où on n'a pas bien protégé la donnée utilisée pour l'entraînement de l'IA. Ça veut dire qu'on va jouer sur les données que vous allez utiliser pour entraîner votre IA, et du coup, par la suite, bien sûr, le résultat au niveau de votre modèle IA, ça va être impacté par la qualité de ces données. Et il y a les hallucinations, bien sûr, qui ont été déjà mentionnées par Suzuhel. Je Oui, suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a euh, un quota de temps qui est alloué à chaque thématique. bien Maintenant, sûr, bien sûr. Je finis sur d'accord, d'accord. rapidement. Donc, il y a bien sûr le vol de modèle qu'on doit protéger. Alors, oui, je te laisse, Cédric, continuer, bien sûr. Donc, ce que vous venez d'expliquer, donc, rejoint ce qui a été dit auparavant par Félicie, et ce qui nous emmène à se poser la question. Donc, l'innovation, c'est quelque chose de très bien pour le monde, mais cette innovation ne peut prospérer sans confiance. Donc, d'où face à ces menaces, si je puis dire, qui en réalité ne sont pas des menaces, mais une mal utilisation de cette innovation technologique par l'être humain. Donc, la sécurité, donc, elle prend de plus en plus d'importance. Donc, compte tenu de votre expérience sur le terrain, etc., comment bénéficier de l'intelligence artificielle pour améliorer la cybersécurité face à l'ampleur des mauvaises utilisations de cette innovation par des gens qui ne sont pas, comment on dit, il n'y a pas d'éthique, donc ils sont sans éthique. Donc vous D'accord, la les parole, c'est cyberattaquants. Aziz. Ouais. Oui, les cyberattaquants. D'accord, Cédric. Alors, en fait, tout d'abord, pour bien bénéficier, en fait, et repenser notre façon de faire la cybersécurité à cette ère de l'IA, en fait, il faut qu'on travaille sur trois volets, ou bien plus que ça, quatre volets. Tout d'abord, bien sûr, si on adopte l'IA, il faut qu'on puisse sécuriser ces systèmes IA qu'on va adopter. Par exemple, si je mets une application qui va utiliser voilà, des services IA, donc à travers des web services. Donc l'application doit être bien sécurisée. Donc on revient toujours à notre façon de faire classique. Donc il faut que ça soit intégré dans notre système de management de la sécurité de l'information. Et il faut bien sûr respecter ce qu'on appelle le security by design. D'accord? Et là, il y a beaucoup de choses à faire derrière. Il faut également qu'on puisse gérer les risques générés par l'IA, par l'utilisation de l'IA par nos collaborateurs. Donc, nos collaborateurs, ils vont utiliser l'IA dans tous les cas, mais il faut qu'on puisse gérer ces risques. Plus que ça, bien sûr, quand on va faire tout ça, donc, il faut saisir l'opportunité d'avoir cette nouvelle technologie pour améliorer, bien sûr, notre cyberdéfense également. D'accord? Mais il ne faut pas oublier qu'il faut toujours se dire qu'on peut être attaqué. Il faut se préparer au pire. Alors, je vais aller un petit peu dans le détail. Donc, on avait mentionné en fait plusieurs menaces. Alors, pour faire face à ces menaces, généralement, il faut bien sûr qu'on puisse euh, mettre en gouvernance pour l'IA. Et ça passe bien sûr peut-être par l'adoption de la norme ISO 42001. Plus que ça, il faut qu'on puisse bien sûr protéger nos données utilisées bien sûr pour l'entraînement de l'IA.
Il faut qu'on puisse mettre en place, bien sûr, tout l'arsenal de cybersécurité, cyberdéfense qu'on met généralement pour nos applications. Il faut qu'on puisse également faire des tests d'intrusion. Bien sûr, les tests d'intrusion classiques qu'on fait généralement pour tester la robustesse de nos défenses et nos cyberdéfenses. En plus de ça, il faut adapter ces tests bien sûr, à l'environnement de l'IA. Ça veut dire qu'on va attaquer directement l'IA. Pas seulement l'environnement de l'IA, mais il faut attaquer directement l'IA et essayer de bypasser les contrôles mis en place par le système IA. Pour résumer tout ça, il faut que l'IA puisse être intégrée dans notre périmètre de notre système de management de la sécurité de l'information. L'objectif, bien sûr, assurer l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité de cette nouvelle technologie. Alors, par rapport aux risques générés par l'IA, ça passe bien sûr à travers la formation et la sensibilisation. Il faut qu'on puisse promouvoir une culture de cybersécurité au sein de notre organisation. Il faut qu'on puisse donner les outils nécessaires à nos collaborateurs pour qu'ils puissent détecter des attaques de type deepfakes, de type phishing, bien sûr améliorées par l'IA. Et tout ça, ça passe à travers les formations et les sensibilisations. Alors, bien sûr, quand on va faire tout ça, bien sûr, c'est l'opportunité, bien sûr, qu'il faut saisir, c'est augmenter notre cyberdéfense en utilisant cette nouvelle technologie. L'objectif, c'est d'être plutôt proactif et qu'on puisse adapter nos défenses par rapport aux menaces. Il y a en fait plusieurs utilisations et plusieurs cas d'usage, mais je vais juste signaler surtout ce que nous constatons aujourd'hui, notamment dans la détection des cyberattaques, notamment quand on adopte une approche comportementale, et ça permet même de détecter des logiciels malveillants qu'on ne peut pas détecter, par exemple, à travers les anciennes solutions antivirales. Ça passe également à travers l'automatisation de la réponse, parce que je vais détecter, il faut que je puisse réagir le plus vite possible pour en fait limiter l'impact. Il y a pour m'aider dans la réponse, au moins pour se prévenir. D'accord? Et par la suite, peut-être, il y a l'équipe sécurité qui va venir pour voir et vérifier est-ce que vraiment c'est une vraie cyberattaque ou bien c'est des fausses positives. Mais peut-être que l'IA peut m'aider déjà pour faire une réponse, pour isoler un système, pour euh, comme ça, on peut arrêter bien sûr l'hémorragie et on peut un petit peu délimiter l'impact de la cyberattaque. On peut également utiliser l'IA pour tout ce qui est revue de code, pour détecter les vulnérabilités. On peut l'utiliser également pour surtout prioriser quelles sont les vulnérabilités qu'on doit traiter tout d'abord, parce qu'on ne peut pas venir et dire qu'on va traiter toutes les vulnérabilités qu'on va détecter, ce n'est pas possible. Mais là, il faut les prioriser. Et pour les prioriser, l'IA pourra nous aider dans ce sens. Et ça, ces outils, ils peuvent permettre à nos équipes techniques, y compris bien sûr le SOC, d'être plus performantes et d'être à la hauteur en fait de ces challenges. Alors, parmi les cas d'usage, donc je vais juste mentionner quelques cas. C'est, comme j'avais dit, il y a la détection des menaces. Donc, il y a plusieurs solutions qui se basent sur l'IA aujourd'hui pour faire ça. Pour la réponse aux incidents, il y a des solutions qui permettent de bloquer les incidents et d'isoler carrément les systèmes pour délimiter l'impact. Et il y a bien sûr des solutions qui permettent en fait de détecter les emails du phishing et de détecter également la fraude. Et il y a également des solutions qui permettent d'analyser les malwares, surtout qu'il peut reconnaître des nouveaux malwares à travers leur comportement. Par exemple, c'est un IA qui va détecter un ransomware parce qu'il va voir qu'il y a une consommation des ressources de votre serveur. Et il y a également l'IA qui est utilisée dans la protection des identités et qui peut détecter s'il y a des comportements anormaux. Et il y a également, comme j'avais déjà signalé, c'est qu'il est utilisé dans la gestion des vulnérabilités, surtout pour prioriser les vulnérabilités bien sûr à corriger en premier lieu. Et bien sûr, l'IA peut être utilisée dans la veille, notamment avec des solutions qui se connectent au dark web et qui permettent bien sûr d'avoir une visibilité sur les attaques
qui peuvent ou bien qui ont touché déjà l'organisme. Et bien sûr, pour être proactif également, on voit ce qui se passe autour de nous. Voilà, alors, et finalement, en faisant tout ça, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il faut se préparer toujours au pire. Donc, il faut se préparer pour bien sûr, pour reprendre l'activité en cas d'attaque. Il faut jamais se dire qu'on ne va pas être attaqué, mais il faut se dire que si on est attaqué, qu'est-ce qu'on doit faire? Et l'objectif, c'est vraiment de limiter l'impact de l'attaque. Et dans ce sens, ce qu'on doit faire, bien sûr, c'est un plan de reprise d'activité qui va nous permettre de reprendre l'activité dans un temps qui est acceptable, parce que même dans sa construction, il faut qu'on se base bien sûr, sur le retour de notre business, en identifiant bien sûr les activités critiques et bien sûr en prenant en considération la tolérance aux pannes, bien sûr en intégrant les métiers dans ce sens. Et ce plan, dans ce plan, bien sûr, il y a plusieurs volets. Il y a un volet, bien sûr, au moins un volet technique, donc qu'il faut mettre en place des solutions de reprise. Il y a un volet organisationnel qui concerne bien sûr toute la documentation. Mais en faisant tout ça, c'est pas suffisant parce qu'il faut le tester d'une façon régulière pour être sûr qu'en cas de besoin, on peut toujours être à la hauteur et répondre aux besoins de notre métier. Voilà. Cédric? Merci, c'est Azizi, pour ces éclaircissements. Donc, nous avons, pour clôturer cette présentation du thème, donc, on a vu que l'IA, donc, c'est un futur incontournable. Il offre plusieurs opportunités et en même temps, il y a des risques. Je ne veux pas dire des menaces, etc., mais il y a des risques si on ne les prend pas en considération. Donc, dans ce contexte-là, quelle position doit-on adopter pour rester compétitif, surtout pour les entreprises? Donc, je laisse la parole à Sirtissi, à Azizi pour conclure ce débat. Merci. Idriss, vas-y, c'est Nordine. Vous voulez Oui, commencer? c'est Zouhair. À droite. Euh, ok. Donc, en fait, moi je pense que aujourd'hui la question n'est pas une question de choix. Euh, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on a le choix de passer ou de ne pas passer à l'IA. L'IA est devenue quasiment quelque chose d'incontournable. Moi, je raconte souvent l'histoire de l'imprimante qui a été inventée au XVe siècle. Au moment de son invention, les empires dominants de l'époque, c'était l'empire chinois d'un côté et l'empire ottoman de l'autre. Et ces deux empires ont décidé d'interdire l'imprimerie en pensant qu'ils peuvent passer outre. Alors parce qu'ils avaient développé en fait l'activité de copiste, d'écriture manuscrite, parce qu'ils avaient des contraintes culturelles, où la lettre avait acquis sa noblesse dans ces deux empires et on se posait la question est-ce qu'un livre écrit à la main par un copiste artisan a la même valeur émotionnelle qu'un livre tapé ou imprimé par une machine sale? Donc, pour différentes raisons, ces empires ont décidé d'interdire l'imprimerie. Et beaucoup d'historiens aujourd'hui disent que c'est la raison principale qui a causé la chute de ces deux empires. Donc, aujourd'hui, beaucoup de penseurs pensent que l'IA va avoir au moins le même impact sur le monde que celui qu'a eu l'imprimerie à son époque, mais avec peut-être plus de rapidité et plus de force. Donc, on va voir naître des civilisations et disparaître d'autres, naître des nations et des organisations et disparaître d'autres. Donc, l'enjeu, à mon sens, n'est pas de dire qu'est-ce qu'on en fait. Je pense qu'on est obligé d'y aller. Maintenant, il faut prendre comme tout outil, avec toute la puissance qu'il peut avoir, il faut qu'on prenne le maximum de ce qu'il peut nous apporter dans le domaine de la productivité, dans le domaine de l'efficience opérationnelle, dans le domaine de la prédiction et de la prévision. Ce qui peut aussi apporter dans le domaine de la cybersécurité, comme vient de dire Céline, aujourd'hui, l'IA est partout. Elle est dans les attaques, mais elle est aussi dans la détection, elle est dans euh, des solutions malveillantes, mais elle est aussi dans les solutions de remédiation. Et donc, il faut y aller à fond. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'attaques dernièrement qui ont eu lieu qui sont dues à une sorte d'écart, parce que les hackers, ils ont déjà adopté l'IA, ils utilisent déjà l'IA à fond pour générer du code malveillant,
pour augmenter leur surface d'attaque, etc. Sauf que la majorité des organismes n'ont pas fait le nécessaire. Donc pour moi, c'est plus un choix, c'est un train c'est un TGV ou même une fusée qui est déjà partie ou qui est en train de partir. Il faut prendre ce train, ce TGV. La question aujourd'hui, c'est comment l'adopter de manière sereine, en protégeant ses données stratégiques, en protégeant ses collaborateurs, mais tout en permettant en fait le meilleur usage, la meilleure excellence. Je pense que pour notre continent, c'est une chance. On peut voir émerger aujourd'hui des nations dans notre continent qui vont devenir des leaders à l'ère de l'IA. Aujourd'hui, ce que font des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Maroc, comme le Rwanda est à noter. Et je pense que c'est important de suivre ce chemin. Je vais terminer en disant que aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, nous avons tous besoin d'être extrêmement plus intelligents, beaucoup moins artificiels et surtout profondément plus humains. Alors, merci Zuhair pour, en fait, pour cette conclusion. Moi, j'ajoute seulement, en fait, pour moi, une bonne stratégie gagnante dans ce sens, parce que comme tu as bien signalé Zuhair, c'est qu'on n'a plus le choix. Il faut qu'on puisse prendre ce train et essayer de bénéficier de cette nouvelle technologie pour qu'on puisse, bien sûr, améliorer nos performances. Alors, je pense que la bonne stratégie, bien sûr, c'est il faut tout d'abord mettre une gouvernance, gérer, bien sûr, la sécurité dans, en fait, dans cette initiative d'adoption de l'IA. Et surtout, il ne faut pas oublier, bien sûr, l'humain, qui est très important dans la cybersécurité. Il est très important également dans l'adoption de cette nouvelle technologie parce qu'il peut être, bien sûr, peut constituer bien sûr un pare-feu qui va nous aider à améliorer notre capacité de défense et à aller vers l'avant, comme il peut être une menace et bien sûr un maillon faible qui peut être qui peut faciliter bien sûr aux attaquants bien sûr de nous attaquer et de prendre peut-être nos données euh, prendre nos données, voler nos données, mettre en pointe nos infrastructures en câble. Par exemple, si on parle des infrastructures industrielles. Voilà, donc c'est ça en Merci. fait le résumé pour moi. Merci, c'est Azizi. Juste pour rappeler le programme, si vous pouvez l'afficher, Monsieur Azizi. Donc, le programme de séminaire qui aura lieu à Marrakech les 22, 23 et 24 décembre. Donc, il comporte trois grands volets. Le premier volet, donc, il est réservé à la cybersécurité, donc selon les standards internationaux. La deuxième journée, on va aborder l'IA et la cybersécurité. Et le troisième jour, donc, on va parler, comme l'a dit Si Azizi tout à l'heure, du plan de reprise d'activité après les menaces éventuelles. Donc, pour l'organisation de ce séminaire, donc, c'est un séminaire international euh, qui concerne aussi bien les nationaux que nos frères, que ce soit de la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'organisation, donc, il est partagé entre le cabinet Agilé qui est représenté au niveau de ce webinaire par son directeur général, Monsieur Gérard Collin, donc à qui je vais céder la parole pour qu'il explique aux gens qui participent avec nous au cours de ce webinaire les modalités d'inscription et comment on peut s'organiser pour la réussite de cet événement. Pour les résidents marocains, donc il y a le cabinet Quick Solution Management Consulting et IT Africa, donc qui chapeaute ce volet-là. Donc la parole est à Monsieur Gérard. Monsieur Gérard. Et- Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour
à tous les experts. Bonjour, Monsieur Driss, bonjour Abdelatif, bonjour Noureddine. Merci au nom de tous les participants hein, pour ces éclairages très intéressants dont on a tous profité. Et juste dire que effectivement nous participons à l'organisation de cette importante conférence. Comme elle se veut internationale, on considère peut-être la Côte d'Ivoire comme un hub. Un déficit énorme dans le monde entier par rapport aux ressources humaines qualifiées en termes de cybersécurité. Comment peut-on faire? Oui, cette idée de mutualisation des ressources, elle est importante, mais elle est importante dans un cadre qui doit être bien sûr bien organisé. Il y a des pratiques que nous avons déjà vues. Par exemple, il y avait des associations et ces associations qui s'occupent tout d'abord de la formation des équipes des adhérents. Il y a également cette possibilité, au moins en termes de ce qu'on appelle threat intelligence, qu'on puisse avoir un partage un partage bien sûr d'informations par rapport aux menaces. Et c'est très important. Ça veut dire, et peut être plus concret, au moins une PME qui vient d'être attaquée ou bien au moins détecter qu'il y a une menace, j'informe les autres entités pour qu'ils puissent prendre en considération, bien sûr, cette nouvelle menace. Ça, je suppose que bien sûr, chaque entité préfère toujours gérer bien sûr ces données d'une façon autonome. Parce que généralement, c'est un petit peu difficile de dire qu'on va mutualiser en tant que plusieurs PME les données dans un endroit. Sauf si on parle bien sûr du cas du cloud. Et là, on n'est plus dans cette logique de mutualisation dans le cadre de plusieurs entités, mais plutôt c'est une gestion au niveau du cloud. Et dans ce cas, bien sûr, on transfère le risque vers le propriétaire du cloud qui doit se charger, bien sûr, de protéger nos données. Donc, Je ne sais si j'ai pas si bien j'ai bien compris, répondu à cette question. oh oui, je vois que vous avez ajouté la possibilité des clouds. Et dernièrement, lorsque l'affaire de la CNSS, etc., il y avait un reportage qui a été réalisé par 2M, donc qui a euh, présenté le cas d'une institution donc qui gère les données de plusieurs entreprises. Donc, donc, si on peut résumer ça, donc il y a le cloud et il y a la possibilité de partager le savoir via des institutions et également il y a la régulation qui se fait par, vous me corrigez, donc il y a une autorité ici au Maroc donc qui veille Oui, sur la sécurité des données d'une manière générale. Est-ce bien bien ça? sûr. Oui, j'ajoute par rapport à ça qu'il y a une possibilité encore, il y a d'autres possibilités. Donc, la possibilité, c'est de faire appel, bien sûr, à des professionnels en la matière pour gérer votre sécurité à votre place. Et c'est comme ce qu'on appelle dans le jargon IT l'infogérance. Maintenant, ce n'est plus l'infogérance juste pour la partie IT, mais également c'est pour la partie cybersécurité. Et dans ce cas, vous déléguez cette gestion de la cybersécurité à d'autres entités. Et c'est une chose qu'on fait aujourd'hui pour la partie SOC. Ça veut dire que rarement aujourd'hui, même au Maroc et généralement même en Afrique, c'est rare qu'on trouve qu'il y a des entreprises qui vont mettre, par exemple, un SOC dédié. SOC pour dire Security Operations Center, dédié pour eux. C'est un SOC mutualisé entre plusieurs clients. Et c'est la même chose pour les autres aspects de la cybersécurité. On parle même pour la partie CISO ou bien RSIC, on parle d'un RSIC virtuel. Alors, un RSIC virtuel, c'est un RSIC qui va bien sûr mutualiser son temps et qui va répartir son temps sur plusieurs clients, qui va les accompagner bien sûr pour mettre à niveau leur cybersécurité. Donc, il y a plusieurs configurations qu'on peut mettre en place. Bien sûr, le choix se base sur, bien sûr, notre stratégie parce que c'est aujourd'hui, moi, je gère des données clients qui sont très sensibles. Il y a une question que je vais me poser. Est-ce que j'ai, en fait,
cette appétence au risque pour les partager avec une tierce partie ou non? Ça, c'est une question qui se pose. Il y a des gens qui vont nous dire non, il faut que je puisse avoir la main sur la sécurité de ces données chez moi. Il y a des gens qui vont se dire non, je vais bien sûr faire appel à des professionnels en la matière qui peuvent m'aider bien sûr à sécuriser cette information parce que quand même, il y a un aspect contractuel, il y a un transfert de risque et il y a bien sûr des relations commerciales qui me donnent plus de confiance par rapport à ces données. Merci, c'est Azizi. J'ajouterai un point qui doit être également pris en considération. C'est le volet juridique qui doit accompagner ces changements. Parce que vous venez de parler Bien de sûr, bien sûr. transfert du risque. Donc il y a un travail qui doit être fait à ce niveau-là. Donc, il y a une deuxième question à laquelle vous devez répondre. Et là, Oui, c'était la première question. Est-ce que vous, c'est la première question, oui. oui. Est-ce que juste vous pouvez la rappeler, s'il vous plaît? Oui, justement, Monsieur Louel, il dit que si on dispose d'un système de sécurité basé sur l'intelligence artificielle, mais parce que nous, on le rappelle, la cybersécurité et l'intelligence artificielle, dans le futur, ils vont travailler ensemble. Il dit, Même il dit maintenant, ils que travaillent même, ensemble maintenant. voilà, travaillent ensemble. Donc, Oui. voilà, il dit que l'intelligence artificielle, il apprend automatiquement à partir du trafic réseau comme un attaquant intelligent. Peut-il l'entraîner progressivement à considérer une attaque comme un comportement normal qui sera être détecté? Je ne sais pas si tu as saisi, M. Aziz, ou bien je... Là, c'est une bonne Mm, question, sincèrement, mm. c'est une bonne question. Parce qu'effectivement, on avait dit que bon, il y a une possibilité, en fait, d'interférer dans le comportement de l'IA, notamment en jouant sur les données d'apprentissage. Et effectivement, donc parce que aujourd'hui, il y a des solutions qui se basent sur le comportement. Donc, je prends un serveur, il y a une phase d'apprentissage en quelque sorte pour voir son comportement normal. Alors, l'IA pour agir et dire que voilà qu'il y a un comportement anormal, c'est un changement, bien sûr, dans l'environnement de la façon de fonctionner. Bien sûr, il y a cette possibilité. Il y a cette possibilité que si, en fait, l'attaquant a bien géré les choses, il y a cette possibilité qu'il puisse entraîner l'IA pour en fait, dire en fait ou bien décider que le comportement. Bien sûr, c'est à fil de temps. Ça doit prendre beaucoup de temps pour qu'on puisse, avec des petits changements, pour entraîner l'IA, pour lui dire, voilà, ce comportement, il est anormal. Je veux dire, pour être un petit peu plus concret, supposons que, euh, voilà, mon logiciel malveillant, il va commencer beaucoup en mémoire ou bien en CPU. Alors, pour entraîner l'IA, peut-être que ce que je vais faire, c'est une phase d'entraînement. Donc, il doit être programmé pour faire un comportement similaire, mais à basse intensité pendant 6 mois, où il va commencer à chaque fois faire un petit pic, par exemple dans la consommation de la mémoire ou bien de la CPU, et il va disparaître. Mais c'est un petit pic seulement, qui va être considéré peut-être soit par l'IA, soit n'oublions pas que l'IA ne va pas travailler toute seule, soit par les équipes de sécurité qui vont faire leurs recherches. L'IA, peut-être, il va dire que voilà, il y a peut-être probablement une cyberattaque. Ils vont faire leur recherche et ils vont se dire que voilà, c'est des fausses positives. Donc, ce n'est pas une vraie attaque, c'était juste un faux jugement de l'IA. Et comme ça, avec le temps, peut-être l'IA va s'entraîner pour dire que voilà, ce comportement, il est tout à fait normal pour ce serveur. Il va l'accepter. Donc, c'est Donc, possible, oui. oui, c'est Azizi. Donc, avant de conclure, je tiens à vous remercier, vous, Monsieur Zouhir, Monsieur Gérard et l'ensemble de l'équipe d'organisation. Je remercie également les gens qui ont bien voulu participer avec nous à ce webinaire. Donc, vous avez le lien d'inscription, consultez-le. Donc, si vous avez des informations, on est là euh, pour vous répondre. Je vous informe également qu'il y a un replay de ce webinaire qui va être posté, donc pour 48 heures
pour que les gens puissent le revoir, le revisionner. Et un autre point d'information, c'est que c'est notre deuxième action de formation et d'information au sujet de la cybersécurité. Donc, on a un programme qui s'étale sur 9 ateliers qu'on va partager avec vous, donc qui concernent des domaines pointus dans le domaine de la cybersécurité. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre patience et on se donne rendez-vous le 22, 23 et 24 décembre à Marrakech, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. 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 Merci.